Bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Dans le cadre du programme de l'Académie digitale olympique, nous allons traiter un sujet très intéressant, très important en cette période de crise, en cette période de trouble, l'optimisme. Ou comment rebondir en cette période de crise avec optimisme. Alors, pour échanger sur ce sujet, nous avons fait appel à des spécialistes. Je voudrais accueillir Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Hassan. Bonjour Jean-Philippe. Ça va? C'est un réel plaisir de te recevoir sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Moi, c'est un réel plaisir de participer à cette émission. Alors, je rappelle, tu es vraiment un spécialiste de l'optimisme. Oui. Tu as écrit des bouquins. Oui. On va en parler tout à l'heure. Tu interviens dans les entreprises pour justement mobiliser les gens avec optimisme. Enfin, tu es un grand spécialiste de la question. Je crois, je suis reconnu comme ça. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, nous avons aussi notre invité que je demande d'accueillir, François Michalan. Bonjour François. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup François. Merci pour ta présence. On a déjà eu l'occasion de t'inviter sur la chaîne du Comité olympique et c'était un vrai régal, un réel plaisir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un honneur aussi. Enfin, je pense que je ne peux pas parler à la place de Jean-Philippe, mais c'est un honneur d'être invité chez vous quand même. Donc, bien merci. Sûr. Alors, messieurs, en votre nom, je voudrais quand même accueillir tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos encouragements. Et c'est un réel plaisir de partager avec vous des sujets pertinents, des sujets qui nous concernent tous au quotidien, qu'on soit sportif, manager ou juste un simple citoyen. Aujourd'hui, nous allons parler optimisme. Alors, moi, j'ai une question très simple. Jean-Philippe, François, l'optimisme, c'est quoi exactement? Peut-être Jean-Philippe? Oui, si je devais en deux mots dire ce qu'est l'optimisme, c'est de transformer les problèmes en solutions. En fait, c'est de regarder l'avenir avec confiance, même quand celui-ci est bouché comme en ce moment. Et c'est toute la différence entre le pessimiste et l'optimiste. Je disais souvent, j'ai cette définition, le pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Et l'optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer non plus, on ne sait pas, mais qui sait, parce qu'il a confiance, qu'il sait que ça va bien se passer. Et ce qui est important dans cette vision du futur, c'est que on met en action on va mettre des actions corrélatives à notre pensée. Ça veut dire que si je pense que l'avenir est bouché, compliqué, difficile, etc., et donc j'ai pas confiance, je vais vouloir me donner raison et consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en place des actions pour dire, tu vois, c'est compliqué, c'était impossible. Je t'avais dit qu'on n'y arriverait pas. Et le contraire est aussi vrai. Ça veut dire que si j'ai une vision positive, optimiste du futur, consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en place des actions pour te dire, tu vois, c'était possible, on y est arrivé. Donc, ça change tout dans l'entreprise, ça change tout dans le monde sportif, ça change tout dans la mentalité des personnes. Donc, c'est une question d'interprétation et de lecture. Peut-être, François, un mot sur qu'est-ce que c'est que l'optimisme pour toi? Merci pour la question. Qu'est-ce que en fait, c'est que tout ce qui existe, c'est le mieux possible. Pour moi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'être optimiste. Alors, effectivement, de voir l'avenir, même si aujourd'hui il est incertain, c'est pas nouveau, mais c'est de voir l'avenir avec cet état d'esprit en disant que c'est pour le mieux tout ce qui se passe. C'est également une question de confiance en soi. C'est capital. Et on va revenir sur ce sujet et d'autres clés que je vais vous donner, parce que c'est ce qui permet d'avoir un état d'esprit optimiste. Et en étant optimiste, eh bien, ça vous permet on va dire, de surfer sur les vagues de cet orage que nous sommes tous en train de vivre dans n'importe quel pays du monde. Voilà. Alors, François, je rappelle que tu accompagnes des sportifs de haut niveau. On va avoir quelques témoignages tout à l'heure. Mais franchement, aujourd'hui, au Comité olympique national marocain, nous travaillons avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Ils sont dans l'incertitude. Des managers, des chefs d'entreprise sont dans l'incertitude. Les citoyens, je dirais, de tous les jours sont dans l'incertitude. On ne sait pas comment va être fait demain. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont perdu leur entreprise. Est-ce que c'est pas un petit peu osé, audacieux de parler optimisme en ce moment? Si, c'est audacieux, Hassan, forcément que c'est audacieux, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu viens de dire, qui ont des très grosses difficultés. Je voudrais juste donner, avant de passer une vidéo, là aussi, je voudrais parler de ce qu'on appelle la courbe de deuil ou la courbe du changement.
Quand il arrive un phénomène, un événement dramatique comme en ce moment, la première réaction, c'est le déni. Vous le voyez bien tous, les personnes qui ont dit c'est pas possible, c'est pas pour nous, c'est pas un vrai virus, c'est une grippette, puis c'était en Chine, chez nous ça n'arrivera pas, c'est le déni. Bien. Et on est tous passés par là. La deuxième étape, c'est la colère. On en veut à tout le monde, on en veut aux Chinois, on en veut aux chercheurs, on en veut aux politiques, on en veut à tout le monde, on en veut aux personnes qui nous confinent. Ce soir, on a le Premier ministre qui parle chez nous en France, on en veut à tout le monde. Et après, ce qui est important, c'est que cette colère, elle va se transformer soit en dépression, en déprime, ou elle va se transformer en acceptation. Si je reste en dépression, en déprime, et François peut traiter le sujet, je ne peux rien créer. Si je commence à accepter le fait, bon, ok, c'est comme ça, c'est une pandémie, je suis bloqué, je ne peux plus faire mon sport, moi j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires au mois de mars, j'accepte. Et à partir du moment où j'accepte, je vais commencer à pouvoir me mettre en action. Alors, c'est ça qui est très important, parce qu'après, on va me dire, mais cette courbe de deuil, cette courbe de changement, elle va durer combien de temps? Eh bien, elle va durer plus ou moins longtemps, suivant que je suis optimiste ou pessimiste, suivant que j'ai confiance ou pas confiance en l'avenir. Et c'est pour ça que c'est très important d'être optimiste aujourd'hui, parce que optimiste quand c'est facile, tout le monde peut le faire. C'est quand c'est difficile qu'il faut être optimiste. Mon métier, moi, c'est de travailler avec les chefs d'entreprise, et je leur dis, c'est maintenant qu'il faut être optimiste, parce que vous devez trouver des actions et des solutions. Alors justement, Jean-Philippe, oui. Si je peux me permettre. Alors, est-ce que l'optimisme est un concept? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que je peux cultiver, que je peux développer? C'est quelque chose que je peux cultiver, que je peux développer. Heureusement que je peux faire ça. Ça, c'est vraiment très important de pouvoir se dire, OK, je vais développer mon optimisme. Alors, comment on le fait pour développer de l'optimisme? Ça veut dire on peut avoir des rituels, on peut avoir des façons de penser, de façons de faire, mais de toujours regarder le côté positif. Je vais passer à un slide là, et vous allez comprendre. En fait, moi j'aime bien cette citation d'Épithète. Épithète, il a plus de 2000 ans, vous savez. C'était un philosophe grec, c'est même un esclave à la base, et qui a cette parole extraordinaire qui dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Et j'adore cette parole parce que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un événement, j'ai toujours la double lecture, Hassan. Et on revient à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'ai la lecture négative, mais j'ai aussi la lecture positive. Qu'est-ce que cet événement m'apporte? Qu'est-ce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui m'apporte? J'ai la lecture du problème, mais j'ai aussi la lecture des solutions. Quelles solutions je peux aller chercher? J'ai la menace, mais j'ai les opportunités. Quelles opportunités j'ai en ce moment? Et suivant mon choix, je vais être du côté plutôt pessimiste ou du côté optimiste. C'est pour ça que je disais en introduction que l'optimisme, c'est de transformer le négatif en positif, le problème en solution et la menace en opportunité. Et donc, Jean-Philippe, si tu m'autorises, s'il te plaît, c'est très important ce que tu dis. Je voudrais juste résumer pour être d'accord, pour qu'on soit tous d'accord. Donc, tu es en train de me dire, un même événement, oui. Son évolution dépend de ma lecture à moi. Eh bien oui, la preuve, on voit bien que par rapport à l'événement que nous avons aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même réaction. Tout le monde n'a pas la même réaction. Je te disais tout à l'heure que j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires en une journée, le 16 mars 2020. J'ai beaucoup travaillé. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais aujourd'hui, mes affaires sont reparties. J'ai des conférenciers comme moi qui se sont écroulés le 16 mars 2020. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas repartis parce qu'ils n'ont pas été en action. C'est vraiment le choix de la lecture que je porte. Moi, j'ai une conviction très forte, et c'est aussi histoire de conviction. Moi, j'ai une conviction très forte, c'est que c'est pendant les plus grandes difficultés que se créent les plus grandes réussites. C'est toute une histoire de conviction et de lecture de l'événement et de lecture du futur. Alors, est-ce que tu veux que je fasse une vidéo là? Juste, s'il te plaît, pour revenir sur ce que tu dis. Donc, ma lecture, j'ai en face de moi un événement. Dans cet événement, il y a des dangers. Il y a aussi des opportunités. Exact. Et toi, tu nous dis, si je me concentre que sur les dangers, ben, je vais, je dirais, m'enfoncer en quelque sorte. Mais si je prends le réflexe de me focaliser aussi sur les opportunités, je trouverai des solutions et cet événement deviendra positif.
Exactement, c'est-à-dire l'événement, il ne viendra pas peut-être positif, mais je vais relativiser l'événement et je vais pouvoir créer quelque chose. Je vais pouvoir créer autre chose. Il y a aujourd'hui des personnes qui changent de métier, il y a des personnes qui s'entraînent différemment, il y a des personnes qui vont être prêtes. J'espère que les Jeux Olympiques vont avoir lieu. Ça offre des opportunités, mais c'est moi qui vais aller les chercher, qui vais aller les trouver, qui vais aller les dénicher. C'est ma lecture de l'événement qui va faire que je vais pouvoir rebondir en toute sérénité ou pas. Alors, nous avons fait une étude, je vous partage avec vous les chiffres. Nous avons fait une étude. Il y a environ 30% de sportifs qui ont, je dirais, été angoissés et qui sont angoissés par cette période, qui l'ont mal vécu. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui se sont organisés pour s'entraîner, continuer à s'entraîner, même à domicile. Alors, Jean-Philippe, je voudrais donner la parole à François. Et attends, je vais juste passer la vidéo, elle dure 30 secondes pour étayer ce que je viens de dire. Très bien. Bien sûr, avec plaisir. Écoutez bien, je monte un peu le son, j'espère que ça va aller. La confiance et l'enthousiasme, Arthur Bauchet, 17 ans, en a à revendre. Impossible d'imaginer qu'il y a quelques années, la maladie génétique touchant sa moelle épinière l'empêchait de marcher. Il est désormais champion du monde de slalom et de géant. À un moment, on a deux solutions. Soit on se plaint et voilà, on a la maladie, on bouge pas parce qu'elle nous empêche de faire des choses. Soit on essaye à chaque fois de repousser un peu les limites de la maladie et de notre corps. Moi, j'ai choisi la deuxième option et franchement, je regrette rien, quoi. Repousser les limites, ils ont tous fait ce choix. Voilà ce que je voulais dire à Hassan, si tu veux, c'est, tu vois, ce sportif 17 ans, il a une maladie génétique, il peut s'arrêter, quoi. Et aujourd'hui, il est champion du monde de ski paralympique et aux derniers Jeux Olympiques, c'était en Corée, il a été 4 fois médaille d'argent. C'est une histoire de choix. Mais ça illustre très bien ce que tu disais. Donc, un événement, il a choisi de la prendre comme opportunité et de challenger pour aller plus loin. Et le résultat est là. C'est un bel exemple. François, je sais que tu as beaucoup travaillé aussi sur cette question de crise. Parce qu'on parle de cette crise, je dirais sanitaire, mais c'est la crise générale. Quelle interprétation tu donnes de la crise? Mais effectivement, je rejoins ce que dit Jean-Philippe. Il y a toujours deux interprétations. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a deux. C'est soit on subit la crise, soit on va rebondir sur la crise. Soit on l'a subi, comme on a subi le confinement, comme on subit tout ce qui se passe en ce moment, et ce qui veut dire que la majorité des personnes, qu'ils soient dirigeants, sportifs de haut niveau ou autres, va courber les chines, va courber le dos, va se refermer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle, je dirais, densité, chape importante, un poids, on va dire une sorte, on sent sur le côté mental, émotionnel, c'est lourd à porter. Donc, par conséquent, c'est compliqué. Alors, soit on se laisse enfermer dedans, ou soit on rebondit. Et effectivement, c'est une question de lecture et ensuite de choix. Mais pas que. Parce que même si on décide d'essayer de rebondir, à certains moments, le poids est tellement important que tu ne peux pas rebondir. C'est-à-dire que tu essayes, mais c'est limité parce que tu sais, tu as un plafond, tu tapes la tête contre le plafond et tu voudrais exploser. Et c'est pour ça qu'il est, à mon sens, très important, une fois qu'on a fait le choix de dire je rebondis, il est nécessaire, comme une montgolfière pour s'élever, de lâcher tous les poids que l'on a pour permettre de monter. Et c'est en cela, si tu veux, que tous les sportifs que j'ai, aussi bien les dirigeants que j'ai, je les amène dans ce programme-là pour aller sur cette légèreté. Et tu vois, ce matin, j'étais avec une personne qui a un poste important qui m'expliquait tout ça. Et je dis, mais c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que vous avez la tête dans le sac et vous êtes au niveau rez-de-chaussée ou même sous-sol, vous ne voyez rien. Je lui ai fait prendre l'ascenseur, on est monté au 20e étage. Ce qu'il voyait comme des problèmes immenses, vu d'en haut, c'était en prenant de la hauteur, mais c'est dérisoire. Et à partir de là, ça permet d'avoir un autre état d'esprit, de dire non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que les sportifs de haut niveau pour lesquels je me suis occupé il y a déjà quelques années ont eu des résultats extraordinaires parce que en allant sur cette légèreté, c'est-à-dire en abandonnant quasi instantanément tous ces sacs à dos, on a tous, je dirais, en fonction de l'âge, mais on a tous des sacs à dos et on est courageux, on est vaillant. Heureusement, on a les valises à roulettes maintenant, donc on se traîne les valises, on se traîne les sacs à dos, on se traîne tout ça. Mais arrive un moment, on dit mais on n'en peut plus. Il est nécessaire de lâcher tout ça.
François, si j'ai bien compris, toi, tu préconises dans cette situation la légèreté, c'est-à-dire prendre de la hauteur. Comme on dit, si tu veux regarder le soleil, vole au-dessus des nuages, c'est en quelque sorte ça, monte au-dessus des nuages pour voir le soleil, la légèreté que tu préconises. Et tu as accompagné des sportifs de haut niveau, tu en parles. On a une vidéo justement de certains sportifs que tu as accompagnés. Mes collègues de la régie vont la diffuser et j'aimerais bien que tu nous donnes un retour sur ta façon d'accompagner ces sportifs de haut niveau. Avec plaisir. Alors, si on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît, la vidéo de... My name is Francis Obikwelu from Portugal. I'm European record holder in the 100 meters. I was a silver medalist in Athens in 2004. Well, I'm here in Paris to run in the 60 meters in indoor. Before we came here, I had a bad news, everything, and in my head I was headache, and I have this pain somewhere here. I feel stressed, I feel kind of scared if it's gonna go, because it's 60 meters, it's not 100 meters. It's different from what I do. Because 60 meters, I have to go quick from the blocks. I wish everything goes well to get to the final. That's my objective with these techniques. If everything goes well, if I get to the final, then I will make sure that everybody knows about these techniques. So, and I think I have a more stronger hits, so I have to run tomorrow very fast to get to the... Allez Christophe, allez Martial, avec un bon départ de Chambers. Christophe qui fait son effort sur Obikwelu. Oh, c'est Obikwelu. Obikwelu, Chambers le maître. Je pense que Christophe est troisième. Et c'est Francis Obikwelu. L'expérience, Patrick. L'expérience qui a parlé aujourd'hui. Francis Obikwelu. Record du Portugal. Record du Portugal, 6,53 devant Chambers. Meilleure perf européenne de l'année aussi. But in the final, I was more relaxed. I was more free in the final. We did 2 starts inside before we went to the stadium. My coach was like, enough. With this start, you won the race. You know, it was very, very, very good. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir de voir ces images. Même si c'est un peu ancien, il y a 9 ans, dis donc. Wow. Eh bien, écoute, c'est quelque chose d'actualité. Donc, on voit vraiment en peu de temps tout ce processus. Est-ce que, François, tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Écoute, je me souviens, Francis me fait contacter, que je ne connaissais pas. C'était à Bercy, il allait faire Bercy. Il me dit, écoute, j'ai entendu parler de toi par un autre sportif. Il faut vraiment que tu viennes parce que je suis à plat, etc. Je suis allé le voir. Et donc, les images qui ont été tournées, c'était derrière le Novotel, je crois, à Bercy. Parce qu'on ne pouvait pas aller s'entraîner ailleurs et on s'entraînait là. Donc, je me suis occupé de lui 5-6 jours avant. Et il me dit, écoute, si je peux aller en demi-finale, je serai le plus heureux du monde. Il a fini, comme tu vois, il a battu le record du Portugal. Il est aujourd'hui co-détenteur sur le 100 mètres pour le record d'Europe. Aujourd'hui, il est toujours dans la partie, il est nigérien, mais il est au Portugal. Il est très connu là-bas. Il a entraîné encore dernièrement Ronaldo au sprint. François, s'il te plaît, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes parce que moi, je brûle d'envie de savoir qu'est-ce que tu as fait avec lui. Quelles sont les techniques, quels sont les outils? Hassan, je lui ai mis en place mon programme pour l'alléger. Mon programme fait que ça permet d'alléger mentalement, émotionnellement et par conséquent physiquement un athlète, un dirigeant, un être humain. Et tu l'as entendu, instantanément, il est léger, etc. Même, il y avait son coach qui était à côté, son coach n'en revenait pas. Et alors qu'il était en bout de course. Donc, ce qui veut dire, pour aller à l'essentiel, c'est que oui, c'est une question de choix, c'est une question d'état d'esprit. Il est arrivé au bout du rouleau, il m'a dit, donne-moi un coup de main. Je lui ai dit, oui, ok. Tout ça a été fait très rapidement, mais il était volontaire pour aller vers autre chose, c'est important. Donc, il a cru aussi en lui et en moi avec la méthodologie que je lui ai amenée. Et puis également, il a osé. Alors, François, et il a lâché. Est-ce que je peux, si tu m'autorises, faire le résumé suivant en disant que nos êtres humains, on s'alourdit, on se charge avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisses, beaucoup de choses qui sont parfois futiles. Bon, bien sûr, chaque problématique a son importance, mais on se charge le dos et que toi, tu dis, il y a des techniques pour s'alléger. Oui.
et pour aller à l'essentiel, et ça crée de l'énergie et ça vous propulse vers les sommets en quelque sorte. Oui, mais c'est tout à fait ça. Regarde l'expression, on en a plein le dos. C'est une expression qui est réelle. On en a plein le dos, on a mal aux épaules, on a mal de partout. Déchargez-vous, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien de porter de bonne foi. Et même si vous avez un enthousiasme, si vous dites, allez, j'y vais, je retourne, je recommence. Il y a plein de fois où vous recommencez, et dans tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit dans, je dirais, professionnel, sentimental et autres, mais vous reproduisez les mêmes erreurs parce qu'à chaque fois, je dirais, on porte vaillamment tout ça, alors que non, lâchez. Écoute, il ne te viendrait pas l'idée de t'habiller avec des vêtements que tu avais quand tu avais 18 ans. Parce que tu as non, c'est obsolète. Donc, on passe à autre chose, on change. Ça veut dire également changer vos habitudes. Accepter de changer. Si tu m'autorises, François, je voudrais partager avec toi aussi une croyance. On se dit que nous sommes de passage dans la vie et on repart les mains vides. Autant s'alléger, autant prendre la vie telle qu'elle vient et la façonner avec nos croyances. Mais je voudrais revenir vers Jean-Philippe. Jean-Philippe, s'il te plaît, concrètement, est-ce qu'il y a des techniques pour développer, des outils pour développer l'optimisme? Alors, moi, je voudrais vous présenter là une technique que j'emploie avec mes chefs d'entreprise. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des sportifs, malheureusement, mais avec les chefs d'entreprise, ça marche très bien. Malheureusement, parce que là, tu es avec le comité olympique. Ben oui, peut-être que c'est une nouvelle ouverture. Et tous les gens qui nous suivent, pour moi, beaucoup sont dans le mouvement sportif marocain, africain et francophone qui nous suit. Alors, je vais vous donner la méthode, la technique, en fait, ce que j'appelle moi le chemin du succès que je donne à mes chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi le chemin de l'échec. Je vais partager encore mon écran. Ça va être, on va voir ça. En fait, ce qui est important, c'est tout à l'heure, François vient de le dire, c'est d'avoir un projet, un objectif, quelque chose de clair. Mais ça, vous le savez, que vous connaissez le SMART. Hein. Pour un sportif, c'est pareil. Je vais vous présenter une vidéo. Est-ce qu'on peut le rappeler, le SMART? Est-ce qu'on peut le rappeler? Le SMART, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste et dans un temps donné. Ça veut dire que moi qui suis un coureur de marathon, par exemple, bon, si je veux faire le marathon en 2 heures, pour moi, c'est pas atteignable, c'est pas réaliste. Tu vois ce que ça veut dire. Bon, donc moi, si je veux faire un marathon, je sais que c'est en 4h30 et 5 heures, et là, pour moi, c'est atteignable, réaliste. Par contre, si je veux faire un marathon demain, en 5 heures, sans entraînement, ben, le thé ne fonctionne pas parce que j'ai pas le temps donné, j'ai pas le temps de m'entraîner. Donc c'est ça un projet, c'est que le projet SMART. Moi, je vais être champion d'Europe, champion olympique, champion du monde. Je veux participer à une finale, à une demi-finale, peu importe. Mais c'est mon projet, il est SMART. Si je veux derrière le mener à bien, il faut que ce projet devienne un focus. Un focus, et moi j'ai inventé cet acronyme qui s'appelle PDEF, très rapidement là aussi. C'est-à-dire qu'on veut, le F, c'est on veut tous faire. Et on commence par le penser. Je pense faire quelque chose. Par exemple, je pense faire un marathon et tu fais pas ton marathon. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'il y avait le D qui était la décision. Et tu sais qu'à partir du moment où j'ai décidé, normalement, je devrais faire les choses. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui décident et qui font pas. Pourquoi? Parce qu'il manque le E qui est l'engagement. Et en fait, quand je veux réussir quelque chose, il faut que j'ai une clé d'engagement. Quelle est ma clé d'engagement? Une fois que j'ai cet objectif et une fois que j'ai ma clé d'engagement, donc moi je fais travailler avec mes clients, cette clé, d'abord, le fait que l'objectif soit clair et la clé d'engagement, il va y avoir un résultat. Et ce résultat, il sera atteint ou non atteint. Il n'y a pas, par exemple, si je décide d'aller comme disait tout à l'heure François, si je décide d'aller en demi-finale et que je m'arrête en quart de finale, le résultat n'est pas atteint. Donc le résultat, il est atteint ou pas atteint. Et ça, c'est important de se dire que je peux avoir un autre résultat, mais peut-être pas celui que j'avais de l'objectif. Et comment j'atteins un résultat? Ben, vous le savez, vous, les sportifs, il faut s'entraîner, il faut se mettre en action. Mais quel que soit le niveau de l'objectif, qu'il soit un objectif faible, un objectif moyen, un objectif élevé, si je mets en place des actions légères, je n'atteindrai pas mon résultat. Si j'ai pas envie de venir m'entraîner, si j'ai pas envie de me lever, si j'ai pas envie de faire les choses, j'atteindrai pas le résultat. Il faut que je fasse des actions massives. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais parfois, certains ne le font pas. Et donc, on se dit, mais pourquoi j'ai échoué? Parce que je me suis pas mis en action. Alors, ce qui est important, c'est ce qui va venir dessous. Ce qui va venir dessous, c'est qu'est-ce qui fait que je me mets en action? C'est mon niveau d'énergie. C'est mon niveau d'énergie. Soit j'ai une énergie élevée
et puis je vais avoir envie de mettre des actions massives, soit j'ai une énergie basse et je ne vais pas avoir envie de mettre cette énergie. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que ça durerait trop longtemps et on a peu de temps pour nous, mais je veux dire comment est générée l'énergie. Alors, on peut la générer avec de la nourriture, tout ça, etc., mais elle est surtout générée par ma typologie d'émotions. Est-ce que j'ai des émotions limitantes, qui sont des émotions appelées de rejet? Et là, ça me fait baisser l'énergie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un coach, s'il commence à dire à son sportif, tu vas pas y arriver, c'est compliqué pour toi, c'est impossible, etc., il va faire baisser l'énergie. Pourquoi? Alors je vais aller m'entraîner. Hein. Alors que si je mets donc des émotions limitantes comme la haine, la jalousie, la peur, le ressentiment, la crainte, tout ça, si je mets des émotions dynamisantes, sont appelées des émotions d'adhésion. Donc dans les émotions dynamisantes, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le bonheur, j'ai le respect, j'ai la bienveillance, j'ai l'enthousiasme, j'ai l'envie de faire les choses, etc., qui fait que ça va me donner de l'énergie, je vais avoir envie de me mettre en action. Et ce qui est important, c'est que l'énergie, elle est générée par mes pensées. Donc, et on revient par rapport au schéma de tout à l'heure d'épithète. Soit j'ai des pensées positives, optimistes, et je vais générer ces émotions dynamisantes, cette énergie, et je vais avoir envie d'atteindre mon résultat. Soit je pense toujours négatif, que c'est compliqué, qu'on va pas y arriver, etc. Et je vais donner des émotions limitantes qui vont me faire baisser l'énergie et j'atteindrai pas le résultat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant dans la mesure où je suis clair sur mon objectif et que j'en ai fait un focus. Et donc après, je connais mon chemin et je sais comment je dois penser et ce que je dois faire. Donc là, je voudrais vous présenter une vidéo pour vous montrer ce que ça donne en situation réelle. Alors, on est, il y a quelques années, je ne sais plus exactement, 7 ou 8 ans peut-être, on est au championnat d'Europe à Zurich et on est en finale du 4x400 mètres féminin et je vais vous faire assister au dernier relais qui est pris par Flora Gay. Flora Gay est 4e. Écoutez bien le commentateur. Écoutez bien le commentateur et on va après voir pourquoi il arrive ce qu'il arrive. Je vous laisse. Très bien, on regarde. Qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adéoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer les Russes. Ah, c'est exceptionnel, hein? Attends, écoute bien. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elle gagne. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand elle part, elle est 4e et normalement, elle ne doit pas gagner. En plus, si jamais elle avait l'oreillette du commentateur, je veux vous dire qu'elle ne peut pas gagner. C'est impossible. Si elle avait l'oreillette, elle aurait abandonné. On a les 3 meilleurs au monde. Bon, tant pis. Donc, ouais, tu vois déjà que si elle écoute ce que dit le commentateur, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à un moment donné, vous entendez Stéphane Diagana qui dit « Je vous avais dit qu'elle gagnerait pour Muriel ». Muriel, c'est Muriel Urtis. C'était la dernière personne que l'on voit. Je félicite Flora Gay. Muriel Urtis, c'était une grande championne française que vous connaissez. Hein, et c'était sa dernière course. Et on revient donc au projet au focus. Et dans la chambre d'appel, elle s'était fait un check, les 4, en disant « Muriel, on va gagner pour toi.
on va gagner pour toi. Ça, c'était la clé d'engagement. Quand elle part, Flora Gay, elle sait qu'elle est quatrième, elle sait que normalement, c'est pas possible. Et c'est après qu'elle le raconte à Nelson Manfort. Et quand elle est dans la ligne opposée, elle se souvient, changement de pensée, elle se souvient du check, elle se souvient du focus, elle se souvient de l'engagement qu'ils ont pris envers Muriel Urtis. Et là, elle modifie son système émotionnel, ça lui donne une énergie différente et elle commence à remonter et elle va gagner sur le fil. Simplement parce qu'elle a switché sa pensée. Elle est passée d'une pensée, tant pis, je suis quatrième, c'est pas mal, d'accord, j'ai les 3 meilleurs au monde devant moi à part les américaines, c'est pas mal. À une pensée positive, on avait un focus, on avait un objectif et je veux le faire, je veux m'engager pour elle. C'est comme ça. Et le même schéma pouvait être un schéma perdant et là, c'est devenu un schéma gagnant. C'est très intéressant, Jean-Philippe, ce que tu dis par rapport à l'impact de l'entourage, par rapport aussi à l'impact, le commentateur, si l'athlète le commentateur écoute aussi la place du coach parfois. Et nous avons une question des personnes qui suivent avec nous la visioconférence et que je remercie d'ailleurs. Nous avons une question de Madame Khadija Abouda qui dit comment réussir à faire adhérer, car si le coach l'entraîneur est en crise, il peut laisser involontairement transpirer son état auprès de ceux qui l'encadrent. Merci pour votre retour. Voilà. Peut-être un mot, Jean-Philippe? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si le coach n'y croit plus, il va générer des émotions limitantes. C'est-à-dire qu'il va générer le fait que, moi je le fais auprès des entreprises, c'est pareil au niveau des sportifs, et le sportif, lui, il va écouter son coach et il va le croire. Et donc lui, pourquoi veux-tu qu'il s'entraîne puisque de toute façon, c'est perdu, il n'y aura pas les Jeux Olympiques, on ne va pas pouvoir y assister, on ne va pas pouvoir le faire. Et donc ça veut dire que le premier à penser positif, le premier à aller chercher les solutions, le premier à aller chercher les opportunités, le chercher à avoir une vision positive du futur, c'est le chef d'entreprise ou c'est le coach ou c'est l'entraîneur. Voilà. Et il doit avoir des éléments factuels parce que sinon, je ne vais pas le croire. Je dis, oui, tu me racontes ça, c'est pour me donner bon moral, mais en fait, j'y crois pas. Il doit avoir des éléments factuels, il doit chercher des éléments factuels dans ce qu'on appelle le cadeau du futur, quoi. Alors, si je dois retenir une chose de ce que tu as dit, Jean-Philippe, c'est le focus. Sur quoi je vais mettre mon focus par rapport dans l'instant? Est-ce que je vais le mettre sur je suis quatrième et c'est foutu, j'ai les 3 meilleurs mondiaux? Ou bien est-ce que je vais mettre le focus sur cet engagement que j'ai pris avec mes coéquipières, sur cette belle énergie qui va me propulser en quelque sorte? C'est-à-dire, le focus, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr, tous les sportifs ne peuvent pas devenir champion du monde ou champion olympique. On est bien d'accord. Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, si je fais un marathon, d'abord avec mon âge et avec ma condition physique, etc., je ne serai jamais champion du monde de marathon. Bon. Rassure-toi, Jean-Philippe, tu es toujours en très bon état. Mais mon focus, quand je fais le marathon de New York, ça, c'est mon focus et quelles sont les clés d'engagement que je vais mettre pour y arriver. Alors, en parlant de champion du monde, je voudrais revenir vers François. François, tu cites souvent une citation de Stéphane Diagana. Je rappelle que Stéphane Diagana était aussi champion du monde du 400 et il dit, avant de devenir champion du monde, il faut devenir champion de soi-même. Et tu cites souvent cette citation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, François? Je dirais que tout commence par soi, puisque si je rebondis sur ce que disait à l'instant Jean-Philippe, évidemment, si le coach n'y croit pas, ça va être compliqué pour son athlète. À l'image que, regardez, vous avez des enfants ou vous avez été élevé par vos parents, quel message ils ont passé et quel message vous passez à vos enfants? Est-ce que vous dites à vos enfants, t'es nul, tu vas pas y arriver? Ou au contraire, vous allez l'encourager parce qu'on croit en toi, tu as des capacités, les profs sont avec toi et automatiquement, vous allez nourrir l'enfant et lui permettre, écoutez bien, vous allez élever votre enfant, mais élever dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire l'élever, comme on dit, puisque c'est normal d'élever des enfants, mais vous allez également les élever. Et ça, c'est important parce que, croyez-moi, je vois beaucoup de dirigeants qui, même s'ils ont des postes brillants, ils sont marqués par l'enfance et l'adolescence. Il y a des restes incontestables. Et quand je vous dis qu'il y a des bagages qui sont trop importants, trop lourds à porter, ça en fait partie. Donc déjà, dès le départ, c'est confiance en soi. Si vous êtes bien à l'intérieur de vous, vous serez bien à l'extérieur de vous et vous allez le rayonner, cela, instantanément.
Et je dirais, c'est capital. La confiance en soi, surtout, en ce moment. Vous voyez bien qu'en ce moment, on part sur l'optimisme. Tout à l'heure, on disait l'optimisme, c'est d'avoir confiance au lendemain. Vous allez me dire, on vit dans une période complètement incertaine. Alors, pour certains, effectivement, c'est compliqué. Il est nécessaire de retrouver cette confiance en soi qui va vous permettre de continuer dans ce cheminement, l'esprit le plus tranquille possible. Et comme je dis très souvent, de pouvoir surfer sur la vague. Parce que si vous êtes lourd dans la tête par tous les problèmes, et Dieu sait qu'il y en a, on est tous logés à la même enseigne, pratiquement, avec un ensemble de problèmes qui vont vous faire descendre. Or, le but, c'est de monter, c'est de vous élever. Pour vous élever, faites le tri, débarrassez, retirez tout ce qui gêne. Alors, François, j'ai une question. Diagana, elle est excellente, bien sûr. Alors, j'ai une question très directe. Est-ce qu'il y a des ingrédients pour avoir cette formule gagnante qu'on peut partager avec… Oui, les ingrédients, j'en ai donné, si tu veux, dans les slides, je crois. Un des ingrédients, parce qu'il y a plusieurs ingrédients, c'est déjà, dans un premier temps, de trier, c'est-à-dire de vous mettre face à vous-même et dire, bon, ok, on est en période de changement, il y a du changement, donc accepter le changement, comme disait tout à l'heure Jean-Philippe, il faut accepter la situation, dire, ok, j'ai perdu, qu'est-ce que je fais? À partir de là, changez vos habitudes. C'est indispensable, profitez de la crise, profitez du Covid, profitez de tous ces changements pour changer vos habitudes. Vous voyez bien, il y a des personnes, moi je suis à Paris en ce moment, et il y a des personnes qui disent, bon, allez, Paris, c'est fini. On prend nos affaires, on va déménager en province, on va à droite, à gauche, on change les habitudes. Donc, profitez de ça pour changer vos habitudes. Vous êtes sportif, changez vos habitudes, changez votre manière de vous entraîner. Vous l'avez fait, puisque tout à l'heure, Hassan, tu l'as dit. Changez votre manière de faire. En changeant vos habitudes, vous allez changer vos comportements. En changeant vos comportements, vous allez changer vos comportements neuronaux. Parce que tout part de là, quand même. D'accord? Alors, François, vous changez l'extérieur. Dans les ingrédients, tu parles souvent aussi, je t'ai entendu parler souvent d'énergie, tu parles de force, d'oser. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ces termes, François? Encore une fois, Jean-Philippe a parlé tout à l'heure de l'énergie. L'énergie, elle est de partout. L'énergie, c'est du courant électrique. L'énergie, tout est énergie. D'accord? On est un condensé d'énergie. Mais quelle énergie êtes-vous? Est-ce que vous allez vous brancher à une source d'énergie négative ou à une source d'énergie bénéfique? Toute la différence est là. Si vous allez vous brancher à une source d'énergie négative, je m'explique, doute, peur, inquiétude, souffrance, regret, colère, haine, vous pouvez être sûr que tout ce que vous allez faire sera nourri à partir de cette source dite négative. Si à l'inverse, vous changez, vous switchez, vous allez vous brancher à une source qui sera beaucoup plus enthousiaste, bénéfique, joyeuse, légère, et là, vous aurez d'autres résultats. C'est pour ça que je dis à chacun de mes clients, oui, moins d'efforts, plus d'efficacité. Quand je récupère un sportif de haut niveau, je dis je récupère, hein, parce qu'il y en a des fois qui sont arrivés en mauvais état, je dis stop, vous êtes habitué à vous entraîner très dur, on va changer la manière de faire. Arrêtez de faire et laissez faire. Je dirais, j'ai toute une méthodologie qui est complètement différente. On a trop fait. À force de faire, vous créez un contre-effort. Et le contre-effort va vous densifier. Alors François, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Tu as parlé encore de sportifs de haut niveau avec qui tu as travaillé. Nous avons une deuxième vidéo d'un sportif, d'un escrimeur, qui fait un beau témoignage. J'aimerais bien qu'on l'écoute. C'est la vidéo. D'accord. Bonjour, je suis Brice Guyard, je fais de l'escrime, du fleuret, et je suis en équipe de France, je m'entraîne à l'INSEP. J'ai été 2 fois champion olympique à Sydney 2000 par équipe et champion olympique en individuel à Athènes en 2004. Je travaille avec Énergie Performance depuis plus d'1 an maintenant. J'ai commencé cette démarche après avoir été opéré des 2 genoux et après avoir été en fauteuil roulant, où j'ai été absent des compétitions et de l'entraînement pendant 1 an. Et j'avais beaucoup de mal à reprendre, beaucoup de blessures qui me gênaient dans mon retour à la compétition. Et c'est vrai que depuis que je travaille avec Énergie Performance, ça m'a permis de continuer à m'entraîner et sans blessure, sans peine, sans difficulté, que ce soit physique ou même mentale. C'est-à-dire que mes entraînements, ils sont beaucoup plus ludiques grâce à ça aussi. Avec Énergie Performance, c'est clair que je me sens plus léger. C'est un mot qui peut paraître un petit peu étrange, mais ça se traduit physiquement.
J'ai moins de contraintes à l'entraînement. C'est traduit aussi, je pense, avec mes partenaires dans l'équipe. On a réussi on était vraiment très mal parti il y a 1 an, 2 ans, et on a réussi à remonter la barre en faisant 2 médailles en 2011, une d'argent au championnat d'Europe et une d'argent au championnat du monde. Donc voilà, je pense que ça a aidé les autres aussi dans leur une forme de détachement, une forme de jeu aussi. À 30 ans, on a 25 ans d'escrime derrière nous, et ben on arrive à trouver d'autres choses, d'autres sources pour aller gagner. Bien sûr, il n'y a que la victoire qui nous intéresse, mais on a compris aussi qu'il y a d'autres façons d'y arriver, et une façon beaucoup plus plaisante et moins traumatisante. Et donc ça c'est top. François, d'autres façons de réussir, beaucoup plus plaisantes et moins contraignantes, c'est-à-dire? Ouais, non, mais ça fait plaisir de voir ça, même si c'est ancien. Et maintenant, Brice, il est chargé des relations avec les athlètes au sein du comité pour Paris. Mais il y a plein de choses intéressantes dans son témoignage, parce qu'effectivement, il constate l'intérêt, les bienfaits de la légende. Il faut savoir que quand il est venu me voir, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais que tu me donnes les outils. Qu'est-ce que tu as fait avec lui pour qu'il soit comme ça? Je te réponds simplement. J'ai pratiqué le programme légèreté, et avec un ensemble d'exercices qui l'ont amené à s'alléger, il a été plus performant, parce qu'il a lâché un certain nombre de choses qu'il portait depuis 25 ans d'un entraînement très, très dur. Donc, si tu veux, dans la méthodologie, il y a des exercices, il y a des réflexions, il y a des mises en pratique et des clés, surtout des clés qui te permettent de continuer à être plus léger, que ce soit dans le domaine sportif ou dans ton domaine professionnel, bien sûr. Alors, François, j'aimerais te faire une demande comme ça en direct devant tout le monde. Est-ce que tu serais prêt à parrainer quelques sportifs ou quelques personnes qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous écoutent, au moins dans un premier temps pour les aider peut-être à mettre les pieds à l'étrier et avoir cette légèreté? Est-ce qu'on peut communiquer tes coordonnées et que les gens peuvent te Oui, oui. De toute façon, tu peux donner mes coordonnées avec grand plaisir. Je les écouterai, je verrai ce que je peux faire pour eux. Mais comme disait, je crois, toi ou tout à l'heure, Jean-Philippe, on est bien d'accord. Je vais reprendre une expression qui est un peu énorme. D'un âne, on ne peut pas en faire un cheval de course. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des sportifs de haut niveau qui ont déjà ou un palmarès ou qui sont bons, mais qui ont une baisse de pression mentale, émotionnelle ou physique. Et là, ça va être de les aider. On est bien d'accord. Le cas, par exemple, de Brice, quand il est arrivé, il était fracassé. Donc, oui, avec grand plaisir. Mais encore une fois, de Jean-Philippe, si tu me dis il faut qu'il soit champion du monde je ne sais pas faire. D'accord? Je serai l'allégé, mais je ne serai pas. Je ne peux pas dire qu'il va être champion du monde. On est bien d'accord. Je ne suis pas là pour raconter des histoires. Mais oui, je peux alléger, que ce soit ton sportif ou celui qui est en difficulté à aller mieux, sportif ou dirigeant d'entreprise ou président, quel qu'il soit, bien sûr. Alors, si vous êtes bien d'accord, moi je serais ravi je dirais, par générosité de partage aussi avec toutes les personnes qui nous suivent, de partager, si tu es d'accord, Jean-Philippe, et à la fois ta présentation. Ah oui. Et aussi tes coordonnées pour que les gens puissent aussi rester en contact avec toi et avec François, si vous êtes bien sûr d'accord. Que les gens restent en contact avec vous, qu'ils vous posent des questions, si vous n'avez pas le temps de les poser maintenant, et puis qu'on continue ce travail collectif. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou pas là? Bien sûr, on a un peu de temps. Oui. Alors, je voudrais juste vous poser une question. Et ma question, je voudrais d'abord faire un résumé. Pour être optimiste, pour être bien, c'est notre façon de lire la situation et apprendre à lire positivement, à prendre les opportunités, se focaliser sur les opportunités. Je fais exprès de rappeler ces choses-là. François a parlé de légèreté, parlé de confiance en soi, parlé d'énergie positive pour soi. Avant d'être un champion du monde, être un champion de soi. Ça, je suis d'accord avec vous, il y a les ingrédients. Alors, messieurs, est-ce que ces mêmes ingrédients, on peut les utiliser pour un optimisme collectif et pour une réussite collective? Ben oui, à partir du moment où je peux le faire pour quelqu'un d'individualisé, ça va être encore plus fort si je le fais collectivement, à une condition, c'est que tout le monde soit dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que s'il y a dans un groupe, on le sait ça, s'il y a un seul, imaginons un groupe de 10, je peux avoir 9 positifs et un négatif, c'est souvent le négatif
qui a le dessus. C'est-à-dire que, en fait, on a 50 000 pensées par jour à peu près, je ne les ai pas comptées, mais c'est ce que disent les neuroscientifiques, et on en a à peu près 40 000 pensées négatives. Ça veut dire que, c'est Alain qui dit, le philosophe du bonheur, qui dit l'optimisme est de volonté, le pessimisme est d'humeur. Ça veut dire que, ou ce que j'appelle le ver dans le fruit. C'est-à-dire que le ver, c'est toujours lui qui gagne. C'est-à-dire que le négatif, c'est toujours lui qui gagne. Ça veut dire que dans le groupe, il va falloir que je garde que les éléments positifs. Et si je garde que les éléments positifs, je peux faire quelque chose d'extraordinaire. Si je prends un exemple de ce que je viens de dire, c'est Didier Deschamps qui, pour la Coupe du Monde, on est en quoi là? En 2018. Que la France a gagné, d'ailleurs. La France a gagné. Après Adil Rami, dont il savait qu'il ne jouerait pas, mais qui apportait une dimension positive, enthousiaste, dynamisante, optimiste au groupe, et n'a pas pris Benzema, qui est pourtant beaucoup plus fort, parce qu'il n'apportait pas cette dimension optimiste, positive. Et il a gardé un groupe cohérent de gens qui étaient positifs, et ils sont champions du monde. Il aurait suffi que d'une personne, on a vu en 2010 par exemple, en Afrique du Sud, il aurait suffi que d'une ou deux personnes négatives pour que tout le groupe s'effondre. Donc bien sûr, on peut le faire. Je voudrais revenir, si tu me permets, Hassan, sur quelque chose, sur le switch des pensées. Et par rapport à la question que nous a posée, je crois, un entraîneur ou une coach. En fait, les pensées, elles sont liées à deux éléments qui sont les croyances. Et François nous a parlé de cet enfant qu'on éduque, qu'on inculque, etc. Et ces croyances, c'est tous mes convictions qui m'ont été forgées par mes parents, mes éducateurs, ma religion, tout ça. Par exemple, je peux avoir des croyances comme quoi l'argent est sale. Je peux avoir des croyances comme quoi, de toute façon, moi, je ne suis pas fait pour gagner, etc. Et on voit qu'il y a parfois des champions, ils sont toujours troisième, second, ils n'arrivent pas à gagner. Parce qu'ils ont cette croyance. Des croyances limitantes. C'est des croyances limitantes. Bon. Donc, ça veut dire déjà que le travail à faire, c'est de switcher ces croyances limitantes en croyances dynamisantes. Et il faut aller les chercher, ces croyances. Parce que parfois, elles sont enfouies bien au fond de nous-mêmes, et nous-mêmes, on ne les voit pas, ces croyances. Ça, c'est le rôle du coach. Et le deuxième élément qui a une influence sur les pensées, c'est l'environnement. Et c'est effectivement, si je suis entouré de personnes qui en veulent, qui pensent qu'on va gagner, positives, dynamiques, j'ai plus de chances de gagner que si j'ai des personnes qui n'y croient pas. Si moi on a tous des parents, et moi j'ai des parents comme tout le monde, j'ai une mère qui est optimiste et un père qui est pessimiste, c'est plus compliqué avec mon père. Donc ça, c'est l'environnement est quelque chose de très, très, très important. Et donc ça veut dire que si je reviens sur le niveau collectif, qui est le début de ta question, Hassan, il va falloir que je travaille pour chacun des personnes sur le projet, le focus, les croyances et l'environnement. Est-ce que là, on a une panne? Ah, je ne sais pas. Hassan nous a quittés. Non, Hassan, je le vois, mais… Il est dans l'ombre. Oui, l'image est bloquée dans l'ombre. Alors, je ne sais pas si les participants nous entendent ou pas. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit chat en disant « on vous entend » ? Et si vous nous entendez, vous inquiétez pas, on va continuer avec… Oui, on n'a pas de souci, on a beaucoup de choses à vous dire. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Il y a une question qui est intéressante à un moment par rapport si l'optimisme… voilà, est-ce que l'optimisme a des effets significatifs sur la santé physique et mentale? Moi, je dis oui. Oui. Je dis oui, et surtout en ce moment, si vous êtes optimiste, je dirais que c'est une excellente barrière, je ne vais pas dire vaccin, mais une excellente barrière contre la maladie, en règle générale. Et ça, on le sait, ça permet d'améliorer votre terrain immunitaire. Oui, parce qu'en fait, l'optimisme, la façon de penser optimiste va doper des hormones que vous connaissez, qui sont des hormones très utiles pour le sportif, qui sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Un moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est ce qu'on appelle la dose. Hein, et la façon de penser, optimiste, positive, enthousiaste, fait doper ce dopant naturel qui sont les dopamines, ocytocine, sérotonine et endorphines. Et donc, je me retrouve en meilleure santé, forcément, et c'est une barrière immunitaire très importante, surtout en ce moment. Je me retrouve en meilleure santé et ça permet de mieux gérer mon stress. Et on est bien d'accord qu'un compétiteur, c'est quand même quelqu'un qui doit gérer du stress. Voilà, Hassan, tu es revenu. Bon, je suis revenu. Merci beaucoup.
Ce sont les aléas du direct, mais je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Alors maintenant, je voudrais revenir quand même sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour réussir, pour être optimiste, il faut avoir un projet, c'est ce que tu as dit, Jean-Philippe, il faut avoir des objectifs, Oui. d'accord? Travailler sur ça et croire en son projet, n'est-ce pas? Et Donc, les objectifs SMART, etc., on a vu ça. Et puis, François nous dit, avec légèreté, énergie, confiance. Oui. Et vous dites, et si on applique la même chose pour une équipe, ben, on peut obtenir aussi le même résultat, c'est-à-dire une réussite collective, à savoir avoir un projet commun et surtout avoir de la confiance mutuelle et puis cette croyance en ce qu'on fait mutuellement, c'est-à-dire une estime de soi collective en quelque sorte. Alors Hassan, oui, à une condition quand même, c'est que l'état des forces le permette. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, François a eu cette expression un peu costaud, mais d'un cheval de course, d'un cheval de course. C'est-à-dire que si moi je joue au foot, je sais pas, en 5e division, je serai jamais champion de France. Il faut être même avec un programme de coaching, même avec un programme de légèreté, etc. On est bien d'accord. Il y a quand même un niveau, voilà. On est bien d'accord. Mais quand je parle de cette réussite collective, pas forcément en sport, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que dans l'entreprise, ne serait-ce que dans l'administration, ne serait-ce que dans tout ce qu'on fait en quelque sorte, ne serait-ce que pour, je dirais, affronter collectivement cette pandémie. Alors, c'est mon travail, c'est ce que je fais. Après, je vais laisser la parole à François, mais c'est mon travail, ce que je fais auprès des entreprises, c'est tous les jours auprès des dirigeants, et je remonte le moral des dirigeants, je leur apprends à lire les événements, je leur apprends à regarder les opportunités pour qu'après, ils soient, eux, le vecteur positif de leur équipe, et après, on va dynamiser l'équipe, mais pas l'inverse. Alors, maintenant, j'ai une autre question pour vous, je vais être un peu provoque. François, je te donne la parole et après, je poserai ma question. Oui, je rebondis sur la question en disant, est-ce que ça peut fonctionner pour une équipe? Or, le témoignage que vous avez entendu de Brice Guillard, il le dit, ça a fait du bien à son équipe. Or, l'escrime est un sport individuel, ça a fait du bien à son équipe. Pourquoi? Tout simplement, je me suis occupé également de sportifs, on va dire de footballeurs, je me suis occupé d'eux à titre individuel parce que je ne pouvais pas prendre toute l'équipe pour tout un tas de raisons. Or, on a constaté, aussi bien en escrime qu'aussi bien en football, ça a fait du bien à toute l'équipe. Parce que je le disais tout à l'heure, à partir du moment où il se passe quelque chose en toi, il y a un changement à l'intérieur de toi, il y a comme on va dire une transmutation, eh bien, ça rejaillit sur l'extérieur et ça fait du bien à toute l'équipe. Et aussi bien dans le foot, parce que je peux pas, je dirais, passer toutes les vidéos pour différentes raisons, aussi bien dans le tennis, dans l'escrime, etc., on a eu des résultats étonnants. Et maintenant, si on ramène ça sur le plan, on va dire, société, direction, il s'avère que je me suis occupé de dirigeants, et quand tu t'occupes à la personne qui est à la tête de la société, automatiquement, ça va bénéficier à tout le monde. Et on a eu des résultats où les chiffres d'affaires ont été multipliés par 2 ou par 3. Parce que celui qui est à la tête changeait d'état d'esprit. Vous savez bien que si vous avez votre supérieur qui vous pourrit l'existence parce qu'il est négatif, il vous met la pression, tout le monde est pollué, entre guillemets. Au contraire, si vous avez quelqu'un qui vous élève, qui vous porte, qui vous encourage, qui vous motive, eh bien à ce moment-là, toute l'équipe, elle va avec. Voilà. Alors, messieurs, je voudrais prendre un virage et je prends le risque. Et je voudrais vous lire une citation. C'est une citation, bien sûr, qui est de Beaumarchais. Et Beaumarchais disait « Je préfère craindre sans raison que de m'exposer sans précaution. » Je préfère craindre sans raison que de m'exposer sans précaution. Et ce qui m'emmène à la question, est-ce qu'il y a des dangers de l'optimisme? Alors, Jean-Philippe. Le danger de l'optimisme, c'est si j'ai un optimisme béat. C'est-à-dire que ça veut dire que je dis que tout est rose, que tout va bien, que si je suis un peu bisounours. Ça, c'est le danger. La personne qui est dans le déni, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, tout va bien aller, etc. Et je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Parfois, j'entends des personnes qui me disent « Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste ». L'air de dire « Toi, tu es optimiste, tu n'es pas réaliste ». Or, un pessimiste et un optimiste voient la même réalité. C'est ça qui est important. C'est qu'ils voient la même réalité. Je prends l'optimiste normal et le pessimiste normal. Hein, pas le pessimiste dépressif ou l'optimiste utopiste. Hein.
Les deux voient la même réalité. C'est l'analyse qu'ils font de cette situation qui va tout changer. Donc, ça veut dire que le danger pour un pessimiste, c'est de ne pas vouloir voir les effets positifs d'une situation. Et le danger pour un optimiste, c'est de ne pas vouloir voir les effets négatifs d'une situation. C'est d'être aveugle, avec l'aveugle chacun de son domaine. Un optimiste, c'est quelqu'un qui connaît la menace. Moi, quand je gère des entreprises, je reprends des entreprises, je coach des dirigeants, je connais la menace, je connais les problèmes, mais je vais aller les transformer en opportunités et en solutions. C'est ça le vrai optimiste. L'optimiste qui te dit tout va bien, laisse faire, ça c'est le danger. Alors, Jean-Philippe, peut-être un mot de François avant de continuer sur cette question. Ben, je pense qu'effectivement, un excès d'optimisme, ça peut être le trop, parce que les excès ne sont jamais bons. Dans l'idéal, c'est de trouver la fameuse voie du milieu, qui n'est pas souvent simple à trouver, mais c'est cela, c'est de ne pas s'emballer pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas se voiler la face. J'avais prévu un exercice, mais qu'on n'aura pas le temps, mais que ceux qui verront le replay verront. Il ne faut pas se voiler la face, c'est très important. Et c'est une question, encore une fois, d'état d'esprit. Quel état d'esprit allez-vous appliquer pour gérer telle ou telle situation? Et puis, il y a une clé qui est très importante, mais tu as peut-être une question et je donnerai ma clé après. Alors, ma question, enfin, elle est provoque, mais elle est réaliste. Il y a des gens aujourd'hui avec cette crise qui vont perdre leur salaire, leur emploi, leur situation qui change. Franchement, comment on peut dire à quelqu'un qui est au bout du gouffre, j'ai envie de dire un risque vital, voilà, il n'a aucun contrôle sur la situation, comment on peut lui dire « Attends Coco, reste optimiste ». Oui. Tu réponds François ou je réponds? Vas-y, j'imagine que tu réponds déjà. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il soit optimiste, sinon il va partir en dépression et peut-être même pire. D'accord? Il y a une situation, il y a un événement qu'il ne peut pas maîtriser. J'ai perdu mon boulot, c'est compliqué avec chez moi, peut-être dans mon environnement familial, parce que souvent tout est lié, etc. J'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse descendre au fond du trou et faire une connerie plus tard, excuse-moi le terme, d'accord? Ou au contraire, je réagis. Et là, parce que moi j'ai des clients comme ça. Ce que je leur dis, c'est d'abord qu'ils sont, eux, plus forts que l'événement. Ça veut dire qu'ils ont des talents, ils ont des compétences, ils ont des points forts qu'il faut aller retrouver, qu'il faut aller rechercher. Quels sont aujourd'hui, tu avais un métier, tu avais une situation, ça c'est fini, il faut l'accepter. Mais quels sont tes talents? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes appétences? Qu'est-ce que tu aimes? Et je travaille aussi, et donc on va retrouver des choses vitales et des choses parfois même oubliées. Et est-ce que ces talents, ces compétences, tu peux les mettre au profit d'une entreprise, tu peux les mettre au profit même d'une situation d'entrepreneur indépendant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis aussi, c'est important de travailler sur son pourquoi, sa mission de vie. Quel est pourquoi tu es sur Terre? Tu sais, vous savez bien qu'on ne vit qu'une seule fois, enfin, à part les bouddhistes qui nous disent qu'on peut se réincarner, mais quel est l'objectif? Pourquoi tu es sur Terre? Qu'est-ce que tu veux donner sur Terre? Et quand je vais travailler sur mes compétences, points forts, appétences, mission de vie, mon pourquoi, je peux trouver un autre débouché et je peux surtout le sortir du trou de la nasse où il est pour éviter qu'il fasse une bêtise. Donc, Jean-Philippe, tu es en train de parler du sens que je veux donner à ma vie en quelque sorte. Oui, c'est très important en situation dramatique comme en ce moment. La situation est dramatique. Il y a des gens, tu le sais, que ce soit chez vous au Maroc ou chez nous en France, qui ne retrouveront plus le métier qu'ils font. C'est fini. Et ça démarre par l'acceptation. Tant que je ne l'accepterai pas, je ne peux pas construire quelque chose. Ça démarre par l'acceptation. Alors, c'est compliqué l'acceptation, parce que je reviens sur ma courbe de deuil tout à l'heure. Hein? On a été en déni, on a été en colère, on a été en égo, on va en dépression ou en déprime ou en burn-out, comme vous dira tout à l'heure peut-être François. Et après, il faut que j'accepte, et c'est la seule façon, c'est d'accepter que c'est fini, j'aurai pas le boulot, il est terminé. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Jean-Philippe, alors pour continuer dans ton raisonnement, est-ce que l'acceptation de la situation pour aller plus loin, est-ce que c'est pas en quelque sorte sortir de ma zone de confort pour aller explorer d'autres registres?
Je dois accepter la situation telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas. Tout ce que je maîtrise, je peux travailler dessus. Mais je ne maîtrise pas le Covid, je ne le maîtrise pas. Je ne maîtrise pas les décisions du gouvernement. Je ne maîtrise pas tout ça. Donc ça, je ne le maîtrise pas. D'accord? Je vais travailler uniquement sur ce que je maîtrise moi. C'est ça l'acceptation. Et après, effectivement, quand je vais travailler sur les compétences, les points forts, effectivement, peut-être qu'il faudra sortir de sa zone de confort pour entrer dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. François, peut-être un complément? Oui, effectivement, partant du principe que on accepte, ensuite c'est rebondir. Et la semaine dernière, j'ai animé un webinaire sur le sujet « Rebondir et réinventez-vous ». C'est capital. C'est-à-dire que tu dois rebondir. Tu es un athlète de niveau, puisqu'on est avec des sportifs, ils rebondissent. Mais c'est en fonction déjà du premier bond qui va donner de l'élan au deuxième bond. Donc, vous rebondissez. Ça va vous permettre de vous réinventer, puisque je parlais d'imagination dans mon slide. Il est nécessaire aujourd'hui, je pensais, enfin, moi, dans ma partie, j'ai perdu aussi du chiffre d'affaires. Je suis un entrepreneur sur d'autres plans. J'ai perdu. Donc, à partir de là, je tire un trait, je ferme ma boutique, il n'y a pas le choix et je me réinvente. C'est indispensable. Et regarde, aujourd'hui, grâce à cet outil, on aurait pu, mais on ne l'aurait pas fait il y a un an en arrière. On avait prévu de faire des choses ensemble, mais il fallait venir, il y a les déplacements, etc. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, on se réinvente. Et puis, il y a une chose qui est capitale. En se réinventant, on ose. Oser. Oser, ça veut dire quoi? Oser, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en allant vers là, on va découvrir de nouveaux horizons. On va dire, ah, mais tiens, mais c'était bien ça, c'était facile, c'était intéressant. Et ça nécessite aussi la clé que je voulais te donner tout à l'heure, Hassan, c'est jouer. Jouer. Je rappelle qu'on est dans le sport. Le sport, je me suis occupé de footballeurs. Quand j'avais des footballeurs qui étaient en Ligue 1 et qui me disent, écoute, j'en ai marre, je veux plus à l'entraînement, etc. Je dis, mais tu es fou, quoi. Tu as vu le salaire que tu as vu tout ce que tu as? Va jouer. C'est un jeu. Si tu ne joues pas dans ta vie, si tu n'as pas l'état d'esprit joueur, tu vas te plomber, tu vas t'identifier à la cause, à la situation, et tu vas te plomber. Or, si tu joues comme un enfant, tu vas rebondir, tu vas sortir de là. Alors, François, est-ce que tu veux dire que dans ce qu'on fait, nous devons le faire avec bien sûr passion, mais aussi avec plaisir, prendre du plaisir à faire ce que nous faisons, ça nous donne de l'énergie positive pour rester optimiste. C'est capital. Amusez-vous. Les dirigeants, enfin les personnes que je vois qui sont dans cette situation, je rappelle que j'ai coécrit un livre sur le burn-out. Ce sont des gens compétents, mais qui se sont identifiés à une situation et qui en ont pris plein la tête et ça va pas. Il faut retrouver ce goût du jeu. Amusez-vous, c'est capital. Et à partir de là, ça va dérouler beaucoup plus facilement. Alors, effectivement, François, tu as écrit un bouquin sur le burn-out. On va mettre les références, si tu es d'accord, sur notre site. Et Jean-Philippe, tu as aussi écrit des bouquins. Est-ce que tu peux me dire un petit mot sur de quoi il traite? J'ai écrit un livre qui est sorti, je ne sais plus, là, il y a 2-3 mois, et qui s'est bien vendu, puisque je crois que j'en ai vendu plus de 3500 déjà ici. C'est un bon début. Un bon début qui s'appelle « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces ». C'est une expression asiatique qui veut dire que quel que soit l'événement, aussi fine soit la tranche, tu as toujours deux faces, tu as toujours deux doubles lectures. Et ce livre, c'est en fait, moi je suis quelqu'un qui a vécu, parfois la vie me teste, qui a vécu beaucoup la vie c'est des hauts et des bas, beaucoup de bas, et chaque fois j'ai rebondi. Et donc, je vais donner mon histoire, des clés de rebond, et je donne 10 clés de rebond et de bonheur et d'optimisme que je m'applique au quotidien pour que cette vie soit la plus agréable possible. Voilà, et je raconte comment, à l'âge de 21 ans, par exemple, j'ai pris la décision d'être heureux, une vraie décision, et j'ai compris que le bonheur, c'était un choix et non pas une conséquence. Et qu'à partir du moment où je décide d'être heureux, les rebonds sont beaucoup plus faciles. Si je décide pas d'être heureux et si je fais le bonheur comme une conséquence, mais dès que la difficulté arrive, c'est très très dur pour moi. Donc chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, c'est ce que je dis dans le livre, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je vais tout de suite aller regarder comment je peux rebondir et comme le dit François, comment je peux m'alléger de tous les problèmes qui m'arrivent pour regarder plus que l'aspect positif et optimiste de la vie et pour la vivre parfaitement. Alors, concrètement, Jean-Philippe, au quotidien, est-ce que tu as des routines, est-ce que tu as des habitudes que tu mets en place pour lesquelles tu peux nous partager quelques-unes de tes habitudes? Oui, j'ai une habitude, alors on a parlé tout à l'heure pour préparer l'émission,
Moi, j'ai une routine. Il y a une différence, si tu veux, entre rituel et routine, rituel et habitude. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait toujours. C'est-à-dire que si tu prends toujours le café à la même place, au même moment, je veux dire que c'est une habitude. Un rituel, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, mais tu poses une intention. Tu poses une intention. Exemple, quand le matin, par exemple, moi j'ai un rituel qui est, bon, c'est un peu bisounours, un peu bébête, etc., mais ça fonctionne. Moi, je suis marié maintenant depuis 40 ans, cette année, et mon rituel, c'est de faire un sourire à ma femme dès que je me lève. C'est-à-dire que la première chose que je fais, c'est un sourire à ma femme. Mais j'ai une intention dessus. C'est-à-dire que si je lui fais un sourire, c'est parce que je sais que derrière, elle va me rendre un sourire et que, en fait, ça génère chez moi une pensée positive. C'est-à-dire que si j'ai mal dormi la nuit, si la nuit a été compliquée, et j'ai des nuits compliquées en ce moment, comme tout le monde, quand on perd son chiffre d'affaires, quand c'est compliqué, etc., dès le matin, à partir du moment où je vais donner ce sourire à mon épouse, elle va me le rendre parce que tu sais que la vie, vous savez que la vie, je reçois que ce que je donne en fait. La vie est miroir. Si je suis nerveux, c'est normal que mes collaborateurs soient nerveux. Si je suis souriant, c'est normal que mes collaborateurs soient souriants. Et moi, donc, j'ai ce rituel où j'y pose une intention, qui est l'intention de donner une journée agréable et ça fonctionne. D'accord. Donc, moi, je reprends ton expression. On reçoit dans la vie ce qu'on donne. On reçoit ce qu'on donne, c'est-à-dire que plus on donne, plus on reçoit. Il y a aussi cette notion de don qui est important, c'est-à-dire que donner sans espoir de retour. Ouais. Et c'est pour ça que je reçois. C'est-à-dire que si je donne quelque chose à quelqu'un et que je veux que cette personne me retourne, c'est là où je suis déçu. Et on dit, je ne comprends pas, j'ai invité cette personne, mais elle ne m'a pas réinvité, j'ai donné quelque chose à cette personne, elle ne m'a pas redonné. Parce que ce n'est pas ça le don. Le don, c'est gratuit et parce que je donne gratuitement, je vais recevoir en conséquence. Donc, si je donne de l'amour, je recevrai de l'amour. Si je donne de la gentillesse, de la bienveillance, je recevrai. Voilà. Mais si je donne de la haine, si je donne de la méchanceté… Je recevrai de la haine, je recevrai de la colère, je recevrai de la méchanceté. Alors, le message est passé. Alors, nous arrivons vers la fin de notre visioconférence. Je voudrais vous laisser le mot de la fin, peut-être François. Mais écoute… jouez, amusez-vous plus, jouez plus, parce que même dans ces périodes incertaines, compliquées pour d'autres, jouez. Vous allez vous apercevoir que ça va vous permettre de bien mieux surfer sur cette vague, ça va vous permettre de vous alléger. Quand je dis jouer, c'est faites des choses qui vous amusent, parce que ça fait du bien, et c'est nécessaire de rire, parce que ça développe encore ce qu'on disait tout à l'heure, les fameuses hormones. Ça vous fait du bien, donc libérez-vous. En rigolant, vous allez vous libérer. Donc, jouez plus, amusez-vous plus. Voilà. C'est bien déjà. Merci François. Jean-Philippe, un mot de conclusion. Oui, moi je voudrais dire à tous ces sportifs qu'ils ont la chance des sportifs, même si c'est dur aujourd'hui, parce qu'ils sont enviés. Moi, toute ma vie, j'aurais aimé être sportif, j'aurais aimé être champion, j'aurais aimé tout ça. Les sportifs, vous êtes des leaders qui sont vraiment, vous donnez un exemple. Et ayez conscience de cet exemple que vous donnez, ayez conscience que les jeunes vont vous suivre derrière, que votre état d'esprit va faire que les jeunes vont vous suivre d'une façon ou d'une autre, et mesurez la chance que vous avez, si vous me permettez de m'adresser à vous comme ça, d'être des sportifs de haut niveau, ou peut-être pas de haut niveau, mais de donner du bonheur aux gens, parce que c'est à ça aussi que vous servez, à donner du bonheur aux gens. Merci Jean-Philippe, merci François. Vous nous avez donné et vous avez partagé avec nous un moment de bonheur en ces périodes difficiles, mais restons optimistes pour les affronter tous ensemble avec une belle énergie et avec beaucoup de légèreté. N'est-ce pas François? Absolument. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, c'est un réel plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui participent, à vos messages de sympathie, d'encouragement, à vos questions que je n'ai pas pu toutes poser, mais on va certainement vous donner tous les coordonnées de Jean-Philippe et de François qui peuvent aussi rester en contact avec vous, mettre leurs références, mettre leurs présentations, les livres qu'ils ont écrits et édités. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres belles aventures. À très bientôt. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci Hassan, merci à tous. Merci.